Haile Sélassié Ier, Négus Negesti, roi des rois, élu de Dieu, puissance de la Trinité, lion de Juda, qu'un article de la constitution éthiopienne fait descendre en ligne directe de Salomon et de la reine de Saba, doyen des souverains puisqu'il est depuis 1916 au pouvoir, vient d'accueillir dans sa capitale 30 chefs d'État et présidents du Conseil africain, sans parler des différents et très nombreux ministres qui, en pareil équipage, faisaient tout au plus figure d'intendance. L'empereur, à chaque fois qu'il a des hôtes, habille de neuf sa garde personnelle, aménage sa bonne ville. Tout grand événement de son règne a valu des améliorations municipales à Addis Abeba, mais jamais sa cassette ne fut plus munificente à percer de nouvelles avenues, à abattre les masures et à ceinturer de tôles neuves ce qui n'avait pu être effacé et aurait insulté le regard. Potemkin, haut fonctionnaire du tsar, expert en escamotage, a autrefois donné son nom aux façades illusoires. Il y avait ainsi à Addis Abeba des devantures de briques si hâtivement dressées qu'on n'avait pas eu le temps d'en enlever le blanc d'Espagne et qui, même au dernier jour de la conférence, attendaient encore leurs faux étalages. En dépit des consignes impériales et impérieuses, l'ardeur au travail a manqué. Et tout n'était pas achevé aujourd'hui. N'a-t-on pas restauré le vieux palais de Ménélique rien que pour en pouvoir tirer le feu d'artifice et construit un nouvel aérodrome, 10 km de piste et une aérogare où les chefs d'État se succédant n'en finirent pas d'essuyer les plâtres. Le protocole éthiopien est d'autant plus rigoureux que la dynastie s'affirme trimillénaire. Tant d'ancienneté oblige. Il ne s'agissait pourtant pas d'une seule arrivée officielle, mais de 30. Tout se trouvait multiplié. Les véhicules comme les escortes, les policiers, les motards. Et il y a toujours l'imprévisible, l'impondérable. Quoi de plus léger qu'un tapis au vent mauvais de l'altitude? Les 2500 mètres du plateau éthiopien. C'est ainsi que la garde impériale dut imaginer une solution pour que le sol fût digne des semelles présidentielles. Elle fixa ainsi la moquette rouge à grand renfort sur l'asphalte de papier adhésif. C'est un procédé à breveter. L'empereur a attendu impassible au point qu'on a attribué à son fidèle Zosi cette patience et cette imperturbabilité à conduire la fantasia du sommet de l'Afrique indépendante. Ce fut ainsi que Kwame Nkrumah, du Ghana, en sévère redingote de clergyman, dont la malignité publique dit qu'elle cache un gilet pare-balles, mais dont l'effigie figurait aussi plus joyeusement sur les pagnes de cotonnade de ses accortes secrétaires. Et Kasavubu, du Congo, qui n'arriva pas seul, mais flanqué d'Adoula, son premier ministre, dont il n'est que l'ombre énorme, l'ombre corpulente. Ou Mokhtar Ould Daddah, de Mauritanie, qui eut la suite la plus modeste, à l'image du budget le plus pauvre. Chefs d'État, c'est-à-dire 30 drapeaux et surtout 30 hymnes nationaux à mémoriser et à ne pas confondre, alors qu'il y a Guinée, Ghana, Gabon, 2 Congo, 2 Soudan, et j'en passe. Il est vrai que l'harmonie en a un peu souffert. Il fallut 3 jours pour acheminer tous les figurants, et le temps leur fut plus ou moins propice, pour l'un le vent, pour l'autre le soleil le plus vertical. Bourguiba, quant à lui, dut attendre en l'air que la trombe fût tassée, mais pas ceux qui au sol étaient de piquet. La galerie de portraits consacra l'absence du Togo, dont l'actuel président Grunitzky, parce qu'il a succédé à Olympio assassiné, n'eut droit ni à l'effigie ni à l'invitation. Hassan II du Maroc, présent à l'affichage, ne vint pas, regrette maintenant d'avoir manqué le grand rallye et ne sait plus comment signer la charte que tous les autres, oui, tous les autres ont paraphé.
L'Africa Hall, un bâtiment que des architectes italiens ont construit sur commande de l'ONU, qui y abrite sa commission économique pour l'Afrique, hébergea la conférence. Le décor fut donc international, à l'image de ce temps de traduction simultanée, verre et aluminium, à toujours fourbir par l'escouade des femmes de ménage identiques à la peine sous toutes les latitudes. Tableau noir des consignes, plantons, salle de presse, flash et batterie des photographes, cliquetis des machines à écrire et des téléscripteurs, bars et drugstores qui pourraient être de Genève ou de New York, s'il n'y avait ces visages, ces costumes traditionnels, ces palabres pour rompre avec l'uniformité que tente à prendre la planète. La vertu de l'Afrique, c'est encore de maintenir la différence, d'introduire la fantaisie et l'insolite. Les journalistes en savent gré à ce continent, qui ont eu à subir tant de conférences sans couleur. Ils acceptent donc d'être malmenés, parqués, suspects, parce qu'ils savent que l'hémicycle qui pour l'instant vide attend les délégués et ressemble à toutes les autres salles de débat, morne bassin, s'emplira bientôt de surprises, de rumeurs. Un hôtel de grand luxe, le Guion, était réservé aux chefs d'État. Et l'empereur, pour ne s'en pas distinguer, y logea avec eux. Chacun eut droit ainsi au traitement uniforme, des souliers cirés du matin à la tisane du soir, la même descente de lit, l'identique verre à dents. Un cérémonial de palace, donc, plutôt que de palais, le pourboire en moins. Le palais est d'ailleurs à côté avec un parc étonnant où l'on promène des guépards en laisse et où la garde impériale, qui a si bien trahi son souverain lors du complot de 1960, campe en permanence, ce qui ne paraît rassurant qu'à demi. Pénétrer à l'intérieur du dispositif, dissimuler une caméra, s'en servir à l'insu du service de sécurité, exigeait des ruses de conspirateurs. Ainsi, Ben Bella, que nous rencontrons au hasard des couloirs, paraissait moins gardé au château de Turcan au Daunois que dans son hôtel éthiopien. Les présidents n'étaient d'ailleurs pas en chambre quand on les en faisait sortir, tant l'horaire fut chargé de session en réception, de dîner de tête en tête-à-tête. Rituel immuable alors pour les 30 longues voitures du garage impérial entre le Guion et l'Africa Hall. Une salle de conférence. On la montre habituellement quand tout le monde s'y trouve sagement rangé, prêt à la pause. Mais comme elle est moins ennuyeuse quand les acteurs ne jouent pas encore leur partie solennelle, qu'ils se disputent les fauteuils trop peu nombreux, que, lâchés dans l'arène sans ordonnateur, ils cherchent leur place au nom de l'alphabet français et se perdent parce que l'anglais préside à l'ordonnance, que du H, la haute volta, passe au U, au You, et que le bon président Yameogo, se trouve ainsi proche de l'Ouganda et du Premier ministre Obote, pris en sandwich entre Nasser et Ben Bella. Tandis que Bourguiba, lui, n'a pas de voisin de gauche, la place du Togo étant celle du mort au jeu des chaises musicales, sans carafe ni verre d'eau. Puis vient l'opération des écouteurs, qui va enfin mettre chacun d'accord quand le bon bouton aura été découvert. Plus heureuses, les épouses ont droit à la tribune impériale, d'où elles pourront s'éclipser au plus fort de l'ennui. Dans la salle, les époux ne peuvent pas passer inaperçus et doivent faire bonne mine puisqu'on les observe à lire
30 discours en forme, plus ou moins longs et fleuris. Ils doivent faire bonne mine aussi à des déconvenus. L'Afrique qu'ils découvrent chacun ne ressemble pas tout à fait à l'idée qu'ils en avaient auparavant. Gamal Abdel Nasser, dont c'est le premier voyage vers le sud, s'aperçoit que le Sahara demeure une barrière et qu'on lui demande péremptoirement de choisir entre l'arabisme et l'africanité. Un regroupement suppose toujours choix, donc Paris, d'où la perplexité. S'il y a des journalistes indiscrets, le progrès loge même aujourd'hui des caméras automatiques. Désireux que son bon peuple le vît aussi bien entouré, l'empereur avait fait les frais d'un réseau de télévision transmettant au dehors le cérémonial oratoire. Mais la conférence d'Addis Abeba, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle désormais, ne paraît guère mériter sa localisation, tant elle se tint en marge de la ville et de ses habitants. Ce haut pays, de par la volonté du régime qui y persiste, ne sait presque rien du monde extérieur. A-t-il pu un instant se douter qu'on y parlait de l'Afrique et découvrir qu'il appartient à ce continent, qu'on y proclamait unitaire, fraternel, socialiste même? Si les leaders ont leur rempart de garde du corps, l'Afrique a donc désormais sa charte et un programme d'action pour éliminer les derniers régimes coloniaux. Mais les chefs d'État qui ont approuvé ces documents se préoccuperont-ils du colonialisme intérieur africain qu'un seul d'entre eux, Modibo Keïta du Mali, a dénoncé? Sur le grand escalier de la sortie, où ils se désankylosent, où ils attendent leur voiture, apparemment en liberté dans l'habituel désordre des choses qui s'achèvent, ils représentent des pays dont les habitants diffèrent par les conditions de vie, les ressources, l'aspect physique. Ils ont parlé au nom de plus de 200 millions d'hommes, mais n'ont pas le même poids qu'ils incarnent l'énorme Nigeria ou la minuscule Sierra Leone, l'Égypte des Bouches du Nil ou le Burundi qui s'honore d'en posséder la source la plus méridionale. Tous, ils sont un peu déconcertés de se découvrir si différents et surpris plus encore par l'étrangeté de l'accueil du roi des rois qui s'est offert tant de présidents de république d'un coup en un prodigieux carrousel de fêtes. L'étiquette éthiopienne a eu d'épineux problèmes de préséance à résoudre. Comment placer les hôtes autour de Sa Majesté impériale? À qui donner la droite, la gauche? À qui le haut? À qui le bout de table? Alternativement, il y a eu des élus. Ici, Modibo Keïta du Mali, Bourguiba de Tunisie, Tubman du Libéria, le Négus Negesti et le Rice, Nkrumah du Ghana, Nyerere du Tanganyika. Dîner fastueux, vaisselle d'or, cristaux de Bohême, orchidées d'Asie, menu gravé comme le programme de musique des 3 orchestres. À discrétion, le caviar, le foie gras, les truffes, la volaille de Brest, le champagne et les grands vins millésimés. Sans parler du bataillon de majordomes et de laquais à brandebourg et culottes à la française. Et cette multitude de serveurs qui en valaient presque un à chacun des 3000 invités. Un repas coûtant près de 200 francs par tête, joli chiffre quand on multiplie, qui est phare quand on songe que 200 francs. 200 francs, c'est plus que ce que gagne le paysan éthiopien, le paysan africain, durant toute une année.